Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant la limite d'une fonction pour x est égal à a. Dans une première vidéo, je vous avais en fait donné une approche intuitive de la définition de cette limite. Le but de cette vidéo-ci est de vous donner une explication concernant la définition mathématique rigoureuse de cette limite. Alors, si vous n'avez pas encore regardé la première partie, donc la première vidéo concernant la limite, donc concernant l'approche intuitive de la définition, je ne peux que vous conseiller de la regarder avant d'entamer celle-ci, car cela facilitera grandement la compréhension de cette définition mathématique de la limite. Donc, vous trouverez le lien vers cette première vidéo dans le coin supérieur droit de la vidéo. Bien, lançons-nous alors dans le vif du sujet. Et concernant la limite d'une fonction pour x tendant vers a, je vais distinguer deux cas. Je vais premièrement considérer le cas de la limite finie d'une fonction en un réel a, c'est-à-dire le cas qui se note de cette manière-ci. La limite pour x tendant vers a de f de x est égale à L étant un nombre réel, donc un nombre fini. Cette notation a en fait toute une signification et cette signification, cette définition, vous pouvez la trouver dans tous les manuels de mathématiques. Vous trouverez dans ces manuels une définition qui ressemble à ceci, ou en tout cas une définition qui sera fortement semblable à celle-ci, qui sera donc totalement équivalente à celle-ci. Alors, comment lit-on ce charabia? Eh bien, pour tout epsilon plus grand que 0, il existe un delta plus grand que 0, tel que pour tout x appartenant au domaine de f, on a que lorsque la valeur absolue de x moins a est plus petite que delta, cela entraîne que la valeur absolue de f de x moins L est plus petite qu'epsilon. Alors bien évidemment, cette définition, lorsque c'est la première fois qu'on voit une définition de ce genre-là, c'est assez difficile à comprendre. Et donc le but de cette vidéo est de vous expliquer ce que tout cela signifie. Et je vais faire ça évidemment à l'aide d'un graphique pour que cette définition devienne plus visuelle. Donc voici l'exemple de la fonction que je vais considérer pour vous expliquer cette définition. Et donc, si vous avez bien suivi ma première vidéo sur la limite, vous pouvez directement écrire que la limite de cette fonction pour x tendant vers 2 est égale à 1. Et lorsque vous avez ceci, vous remarquez que cette forme, cette notation correspond exactement au cas que j'ai considéré dans l'écran précédent, c'est-à-dire que la limite pour x tendant vers a de ma fonction est égale à L. Donc on a dans ce cas-ci que le petit a vaut 2 et que le grand L vaut 1. Alors je vais reprendre ci-dessous la définition pour qu'on l'ait bien sous les yeux pendant l'explication. On commence. Pour tout epsilon plus grand que 0. Cela veut dire que je peux choisir moi-même une valeur d'epsilon et je vais la choisir aussi petite que je veux. Cette valeur d'epsilon, je vais venir l'ajouter à la valeur de L et la soustraire à la valeur de L. Ça va me permettre de définir une sorte de couloir horizontal sur mon graphique et à l'intérieur de ce couloir horizontal, eh bien, toutes les valeurs de y sont comprises entre L plus epsilon et L moins epsilon. Une fois que j'ai choisi cet epsilon et que donc mon couloir vert ici est déterminé, il faut que je puisse trouver, donc il existe un delta, donc pour tout epsilon, il existe un delta plus grand que 0, donc je dois pouvoir trouver une valeur de delta qui doit répondre à toute cette condition-ci. Alors avant d'expliciter cette condition, je vais déjà vous dire où vient se situer ce delta sur le graphique. Ce delta, je vais venir l'ajouter et le soustraire au petit a. Donc je vais considérer 2 plus delta et 2 moins delta. De cette manière-là, je définis de manière analogue à ce que j'ai fait pour la valeur de y, je définis une sorte de couloir, cette fois-ci vertical, dont les valeurs de x sont comprises entre a moins delta et a plus delta. Bien, maintenant que je visualise où se trouve ce delta, je peux essayer de comprendre à quelles conditions ce delta doit répondre lorsque je dis que voilà, je dois trouver un delta plus grand que 0 tel que quoi? Eh bien, tel que,
Alors tout d'abord, je vais bien évidemment considérer que les x qui appartiennent au domaine de f, hein, donc je ne vais pas essayer de trouver une condition sur x ou sur f de x là où la fonction n'existe pas, donc je reste bien évidemment dans le domaine de définition de ma fonction, donc ce qui suit ne concerne que les x appartenant au domaine de f. Donc mon delta doit être tel que lorsque la valeur absolue de x moins a est plus petite que delta. Alors que veut dire ceci? Ceci veut dire que la distance entre le x que je considère, et attention, ceci doit être valable pour tout x, hein. Donc, lorsque je considère un x, la distance entre x et a doit être plus petite que delta. Ce qui veut dire que mon x se trouve dans cette zone-ci. Alors, la valeur absolue, parfois, ça perturbe un petit peu les élèves, mais c'est très simple. Lorsque vous faites x moins a, soit x est plus grand que a et x moins a vous donne une réponse positive, soit x est plus petit que a et x moins a vous donne un résultat négatif. Or, ce qui m'intéresse ici, c'est la notion de distance, mais de distance au sens géométrique du terme, c'est-à-dire d'une valeur qui est toujours positive. En mettant ces valeurs absolues, je ne me tracasse pas de savoir si je suis dans le cas où x est plus grand que a ou plus petit que a. Donc, je ne me tracasse pas de savoir si je suis à droite de mon petit a ou à gauche de mon petit a. Tout ce qui m'importe, c'est que la distance entre x et a soit plus petite que delta. Autrement dit, je ne vais considérer les x que dans le rectangle bleu que je fais apparaître ici, puisque je dois rester entre la borne a moins delta et a plus delta. Eh bien, ma condition sur delta, elle est telle que lorsque je me trouve dans ce rectangle bleu, hein, donc ça c'est la traduction de ceci, lorsque je me trouve dans le rectangle bleu, je dois avoir que la différence entre f de x et L est plus petite qu'epsilon. Autrement dit, je dois avoir que le graphique de ma fonction, ça c'est donc la valeur de f de x, le graphique de ma fonction et L ne doivent être distants que de maximum epsilon. Autrement dit, la différence entre le y de ma courbe rouge ici et la valeur de L qui est 1 doit être plus petit qu'epsilon, ce qui veut dire que visuellement sur le graphique, cette courbe rouge, lorsque je suis dans la zone bleue, doit être comprise entre mes deux lignes pointillées vertes, ce qui est le cas évidemment ici sur mon graphique. Donc, tout ceci, toute cette histoire-là est en fait sous-entendue lorsque j'utilise cette notation de limite. Donc, je vous précise que ceci doit être vrai pour tout epsilon. Donc, à chaque fois que je choisis un epsilon, aussi petit soit-il, il faut que je puisse trouver un delta, même si ce delta est tout petit, peu importe. Mais il faut que je puisse en trouver un tel que lorsque je me retrouve avec mon x dans ce rectangle bleu déterminé par la valeur de delta, eh bien, ma fonction rouge ici, ma fonction doit se trouver comprise entre mes deux lignes pointillées vertes, donc les deux lignes déterminées par L moins epsilon et L plus epsilon. Et ce, pour tout epsilon. Et donc, lorsque vous avez ceci, eh bien, vous pouvez simplement écrire limite pour x tendant vers a de ma fonction vaut grand L. Donc, tout ceci est en fait sous-entendu lorsqu'on écrit cette simple notation. Bien, je vous avais dit que j'allais distinguer deux cas. Donc, ceci est le cas pour une limite finie. Lorsque nous avons une limite infinie de la fonction, eh bien, nous avons quelque chose qui s'écrit comme ceci. Donc, la limite pour x tendant vers a de ma fonction vaut plus l'infini. La définition de cette notation est la suivante. Donc, vous obtenez une définition avec le même type de symbole mathématique que la précédente, mais avec quand même une petite différence. Ici, nous allons considérer un m plus grand que 0 et ce que je vais dire doit être valable pour tout m. Cette fois-ci, ce m, je vais pouvoir le choisir aussi grand que je veux. Dès que je choisis un m plus grand que 0, je dois pouvoir trouver un delta plus grand que 0, tel que, alors ceci c'est comme dans le cas précédent, hein, tel que lorsque x appartient au domaine de f et que la différence entre x et a est plus petite que delta, ça doit entraîner que f de x est plus grand que m. Je vais à nouveau vous expliquer cette définition, vous illustrer cette définition à l'aide d'un graphique.
je vais considérer ce graphique-ci. Donc, si vous avez bien compris mon approche intuitive de la définition d'une limite, vous pouvez écrire que la limite de la fonction pour x tendant vers 2, c'est plus l'infini, hein, ce qui correspond bien à l'expression générale que j'avais notée à l'écran précédent, avec le petit a qui, dans le cas de mon exemple, vaut 2. Je vais reprendre ma définition pour qu'on puisse suivre cette définition pendant que j'annote sur le graphique. Je commence ici pour tout m plus grand que 0, donc ça veut dire que je choisis moi-même un m que je viens placer sur mon axe y. Cette valeur de m définit une droite horizontale que j'ai donc marquée ici en pointillé vert. À partir du moment où j'ai choisi ce m, je dois pouvoir trouver un delta qui vient à nouveau se placer de part et d'autre de ma valeur de petit a et qui me définit un couloir vertical où toutes les valeurs de x sont en fait comprises entre a moins delta et a plus delta. Et ce delta, je dois pouvoir le trouver de manière à répondre à la condition suivante, qui est que lorsque un x appartenant au domaine de f est tel que la distance avec a est plus petite que delta, donc à nouveau, ça veut dire que je me retrouve à l'intérieur de ce rectangle bleu que j'ai dessiné sur le graphique. Donc, lorsque j'ai un x dans ce rectangle bleu, et ceci doit être valable pour tous les x du domaine de définition dans ce rectangle bleu, je dois avoir que ma fonction est plus grande que m. Autrement dit, je dois avoir que le graphique de ma fonction dans ce rectangle bleu se trouve au-dessus de la ligne verte qui est là. Et lorsque j'ai cette condition remplie, pour tout m que je pourrais choisir, aussi grand soit-il, alors je peux écrire ceci et j'ai effectivement que la limite de la fonction vaut l'infini. Donc à nouveau, derrière cette notation qui semble très courte et très simple, se cache en fait toute une histoire traduite par ceci, hein, se cache vraiment tout un concept qui dit que je dois pouvoir choisir un m aussi grand que je veux et à partir du moment où j'ai choisi ce m, je dois pouvoir trouver un delta, même s'il est tout petit, aucune importance, mais lorsque je me retrouve avec mon x entre a moins delta et a plus delta, je dois avoir que ma fonction se trouve au-dessus de cette valeur de m choisie au départ. Alors évidemment, je voudrais revenir un petit peu à cette limite à infini d'une fonction, hein, qui était ceci avec la définition que nous avons vue. Pourquoi? Parce que nous avons parfois que la limite de la fonction n'est pas plus l'infini, mais moins l'infini. Alors, qu'est-ce que ça va changer dans la définition? Eh bien, pas grand-chose, simplement, puisque cette fois-ci, ma fonction va tendre vers moins l'infini, ça veut dire que mes valeurs vont être, ma valeur de la fonction aux alentours de a, elles vont être négatives et de plus en plus négatives au fur et à mesure qu'on se rapproche de a. Et donc, ma définition, elle est modifiée très facilement comme ceci. Donc, regardez ce qui change. Au début, rien du tout, hein, donc, à nouveau, je choisis un m. Quand j'ai choisi mon m, je peux trouver un delta, tel que lorsque je suis à l'intérieur du rectangle bleu, hein, c'est traduit par tout ceci, j'ai que ma fonction ne doit plus maintenant être plus grande que m, mais plus petite que moins m, et de cette manière-là, j'assure le fait que ma fonction va tendre vers moins l'infini, que la limite de ma fonction sera moins l'infini, donc il n'y a pas une grande différence dans la définition. Si vous avez bien compris celle-ci, eh bien celle-ci, la deuxième, est tout à fait naturelle. Voilà, j'espère que cette vidéo, peut-être un petit peu plus rébarbative que la première, vous a aidé à bien comprendre cette définition mathématique que certainement vous avez dû rencontrer dans votre cours de maths. J'espère que c'est plus clair. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos et dans une vidéo prochaine, eh bien, nous pourrons enfin expliquer les différentes techniques de calcul qui permettront de déterminer les limites sans avoir accès au graphique de la fonction et uniquement par calcul. Voilà, merci pour votre écoute et à bientôt dans une prochaine vidéo.